Jean-Luc Salanave, qui est professeur à l'École centrale de Paris, ancien directeur de l'enrichissement et membre du directoire d'Eurodif, et ancien directeur des technologies d'Areva. Donc pour nous parler d'enrichissement, on a quelqu'un de pas plus compétent qui a vécu tout le début. Et la direction. Il y en a d'autres dans la salle qui auraient pu commencer. Voilà, donc on est ravis. Merci d'avoir fait le voyage et à vous toute la parole. Merci. Bon, je suis vraiment désolé pour ce retard. Il n'y a eu que des galères aujourd'hui. Et donc je vais essayer de démarrer rapidement et je suis vraiment content de voir quelques têtes. Je ne les ai pas toutes repérées, mais quelques têtes connues. Grand merci à vous tous d'être là. Et je voudrais quand même savoir, est-ce qu'il y a dans la salle des gens, parce que je vois beaucoup de spécialistes dans l'enrichissement, donc je suis un peu inquiet. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas spécialistes dans l'enrichissement? Bon, d'accord. Donc je vais surtout m'adresser à ceux-là. Et je m'excuse envers les autres si je démarre avec par les bases et des choses un peu simples pour vous, mais je pense que ce sera indispensable pour que... Mais c'est ce qu'on vous a demandé. C'est ce qu'on m'a demandé, oui. Et donc pour finir me présenter quand même, donc c'est vrai que je suis en retraite depuis 5 ans et que je consacre l'essentiel de mon temps aujourd'hui à donner des cours, essentiellement en région parisienne, mais ça m'arrive d'être invité à donner des cours à l'université de Pékin ou dans des endroits un peu plus exotiques. Le nucléaire, contrairement à ce qu'on croit en France, il a quand même de beaux jours devant lui quand on voit l'intérêt qui porte un certain nombre de jeunes dans un certain nombre de pays, et la Chine en fait partie, mais pas que la Chine, il y a aussi des pays d'Europe où vraiment les jeunes sont passionnés par le nucléaire. Donc voilà, je ne sais pas quelles sont vos opinions, je ne vous oblige pas à adopter les miennes. Vous verrez que je suis écologiste, je milite dans 2 ou 3 associations écologistes, je suis pro-nucléaire foncièrement. Je construis une petite maison dans une vallée des Pyrénées qui est une maison bioclimatique, donc je ne suis pas allergique aux renouvelables. Je vais me chauffer avec la biomasse et puis une serre solaire. J'ai pas de photovoltaïque, mais pour des raisons personnelles, je pense que ce n'est pas la bonne façon d'utiliser le solaire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'enrichissement. Et puis, donc, si on peut... Je ne sais pas de combien de temps on dispose. Combien de temps il reste? 1h15, donc j'ai beaucoup de choses. Je vais essayer d'aller un peu vite et j'en sauterai peut-être un peu pour qu'on ait un peu de temps pour discuter, parce que je pense que c'est important que vous puissiez poser des questions, et moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. Donc, pour faire avancer, là, c'est... Je peux utiliser ça ou... Non, ok, d'accord. Les flèches. Vous m'entendez là? Vous entendez mieux? Je passe sur le sommaire pour ne pas perdre de temps. Je vais vous parler quand même beaucoup d'uranium, parce que quand on fait de l'enrichissement, on enrichit essentiellement l'uranium. Vous savez que dans la nature, donc l'uranium possède plusieurs isotopes, l'uranium 238 et l'uranium 235. C'est celui-là qui nous intéresse pour alimenter les réacteurs nucléaires. Il n'y en a que 0,7% malheureusement dans l'uranium naturel, et c'est pour ça, pour une raison que je vais expliquer un peu plus loin, qu'il faut l'enrichir. D'où cette industrie de l'enrichissement. Notez aussi, retenez que l'uranium 235 est le seul élément fissile qui existe dans la nature. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup d'élèves qui me parlent du futur nucléaire au thorium, etc. Il faut savoir, oui, on peut imaginer d'autres éléments fissiles, mais les éléments naturels fissiles, il n'y en a qu'un, c'est l'uranium 235. Donc toute industrie nucléaire devra forcément, au départ, utiliser cet élément qu'on trouve en abondance dans la nature d'ailleurs, et qui est le seul à pouvoir, en absorbant un neutron, déclencher cette réaction en chaîne, qui est le siège de la réaction qui se passe à l'intérieur d'un réacteur nucléaire. Donc retenez ces notions, fissile, qui peut donner lieu à une fission. Il y a d'autres éléments comme l'uranium 236 ou 234 qui cassent les pieds aussi aux enrichisseurs et qui sont plutôt des nuisances dans un réacteur, parce qu'ils ne sont ni fertiles ni fissiles, et il y a des éléments fertiles, comme l'uranium 238, qui est en majorité dans l'uranium naturel, et qui peut, dans un réacteur, en absorbant des neutrons, fabriquer un autre élément fissile qui n'existe pas dans la nature, celui-là, qui n'existe plus dans la nature, qui est le plutonium, et qui a servi aussi à fabriquer des armes nucléaires, notamment en France. Je vais vous rappeler quelques dates et quelques faits. Donc le thorium, oui, ça intéresse beaucoup les Indiens, par exemple, parce qu'ils en ont des réserves importantes.
C'est un élément radioactif, fertile, mais il faut le transformer dans un réacteur en le bombardant avec des neutrons pour le transformer en uranium-233, qui est probablement, pour moi, un des meilleurs éléments fissiles dont on puisse rêver. Il est, par certains aspects, meilleur que l'uranium-235 et meilleur que le plutonium-239. Donc on en parlera si vous avez des questions. L'uranium aussi, une question qui vient souvent, c'est oui, vous dites qu'il y en a beaucoup, mais actuellement on l'importe. C'est un argument des antinucléaires. Et ce n'est pas pour autant, ce n'est pas parce qu'on l'importe que ça met en cause l'indépendance énergétique de notre système électrique français, parce que de l'uranium, il y en a effectivement partout. Il y en a en moyenne 3 parties par million, donc 3 grammes par tonne de sol. Vous pouvez creuser dans votre jardin, vous en trouverez. En France, on a exploité plus de 150 mines d'uranium. On a extrait 70 000 tonnes d'uranium. Les Chinois qui pensaient ne pas en avoir, ils en ont cherché, ils en ont trouvé. Donc l'uranium, il y en a partout, il y en a autant qu'on en veut. C'est vrai qu'on l'extrait à des prix plus ou moins élevés suivant que c'est des filons ou des mines très concentrées ou moins concentrées. Mais il n'y a pas ce problème géostratégique qu'il y a avec les hydrocarbures aujourd'hui qui sont concentrés dans certaines régions du globe. L'uranium, on peut en trouver où on en veut. Et en plus de ça, les quantités dont on a besoin pour produire de l'énergie, c'est illustré par ce tableau, sont minuscules aussi. Et c'est pour ça que dans le nucléaire, on manipule des quantités de matière qui sont faibles. Pour produire 1 gigawattheure électrique, c'est à peu près la quantité d'électricité dont a besoin un Américain moyen, et quelques Européens aussi. C'est exprimé, c'est des chiffres arrondis exprimés en grammes, mais il faut 300 tonnes de charbon pour fabriquer cette électricité. Il ne faut que 20 kilos d'uranium naturel. Et dans cet uranium naturel, il y a uniquement 100 grammes qui vont fissionner pour produire cette quantité d'électricité, pour une durée de vie de 100 ans. Ça veut dire à peu près 1 gramme par an. Et dans un pays comme la France, on ne produit pas plus d'1 gramme par an et par personne de produits de fission, ces fameux produits très radioactifs qu'on va probablement stocker dans le site géologique profond de CIGEO, 1 gramme par an et par personne. C'est minuscule, minuscule. Ce n'est pas pour autant que ce n'est pas dangereux et qu'il ne faut pas s'en occuper. Mais moi qui ai travaillé quelques années dans le nucléaire, je n'ai pas rencontré de problème de déchets nucléaires qui n'ait trouvé de solution parfaitement fiable et acceptable. Et bon, on aura sûrement une discussion là-dessus. Alors pourquoi il faut enrichir l'uranium? Ça aussi, pour ceux qui le savent, excusez-moi, mais c'est important d'avoir une idée de la raison. Quand une fission nucléaire se produit, il y a une émission de neutrons à très forte énergie. Ce sont des neutrons rapides, 2 millions d'électronvolts ou 20 000 km/s si ça vous parle. Et il se trouve que ces neutrons sont trop rapides pour provoquer En tout cas, la probabilité pour que ces neutrons très rapides provoquent des fissions sur de l'uranium-235, elle est faible. Et en plus, on l'a vu tout à l'heure, l'uranium-235, il n'y en a pas beaucoup. Les cibles que ces neutrons doivent atteindre sont très clairsemées. Et donc, il y a une conséquence à ça, c'est qu'une réaction en chaîne est impossible avec des neutrons rapides et l'uranium naturel. Ce n'est pas possible aujourd'hui, avec 0,7% d'uranium-235 et des neutrons rapides. Donc il y a 2 solutions qui ont été imaginées par les physiciens et les ingénieurs. La première, c'est de ralentir les neutrons, et donc les ralentir à quelques kilomètres secondes. C'est ce qu'on appelle des neutrons lents ou des neutrons thermiques. Et ça donne naissance à la filière de réacteurs qui représente 99% des réacteurs mondiaux aujourd'hui. Et il y a une autre solution qui est bien sûr d'augmenter le nombre de cibles. Et pour augmenter le nombre de cibles, en uranium-235, il faut justement enrichir. Et en l'occurrence, si on veut que ça marche, il faut enrichir environ à 20%, passer de 0,7% à 20% d'uranium-235. On peut aussi utiliser d'autres éléments fissiles, comme le plutonium. Ça, c'est ce qu'on appelle les réacteurs à neutrons rapides. Il y en a eu un Phénix à Marcoule, il y a eu un Super Phénix, dont on parlera peut-être si vous avez des questions. Et ça, par contre, c'est une filière de réacteurs qu'on
on espère bien développer à l'avenir, parce qu'elle présente un certain nombre d'avantages, dont on parlera aussi si vous le souhaitez. Mais vous allez me dire, ceux qui ont un coup d'avance sur moi, pourquoi alors on utilise des réacteurs, les 58 réacteurs d'EDF, c'est des réacteurs à neutrons thermiques, à neutrons lents, et on enrichit quand même l'uranium. Alors, il y a une raison qui complète l'explication, c'est que donc un modérateur, ça ralentit les neutrons, mais certains modérateurs ont aussi le défaut, l'inconvénient d'en capturer. Et c'est justement l'inconvénient de l'eau. L'eau, c'est le modérateur le plus, qui est aussi caloporteur, qui sert à enlever les calories d'un réacteur. C'est le plus pratique, c'est le plus utilisé industriellement. Mais malheureusement, l'eau, H2O, est aussi un élément qui capte trop de neutrons lents et qui en capte 500 fois plus que l'eau lourde. Vous avez dû entendre parler de l'eau lourde. L'eau lourde, ce n'est pas H2O, mais c'est D2O, c'est le deutérium, c'est un isotope de l'hydrogène non radioactif. Et l'eau capture aussi 80 fois plus de neutrons que le graphite. Donc l'inconvénient avec l'eau, c'est que c'est très pratique à utiliser industriellement. L'eau, on en trouve partout. On sait la gérer, on sait la gérer chimiquement. Mais pour utiliser de l'eau et une filière à neutrons lents, il faut légèrement enrichir cet uranium. Et il se trouve donc, c'est ça la principale raison du fait qu'on doit enrichir entre 2 et 5% pour que une réaction en chaîne soit possible avec des réacteurs à neutrons lents et l'eau comme à la fois modérateur. C'est l'hydrogène de l'eau qui sert à ralentir les neutrons par une sorte de choc. Et cette eau sert aussi de caloporteur. C'est cette eau qui va extraire les calories du réacteur, du cœur du réacteur, pour les acheminer vers la turbine qui va produire de l'électricité. Mais il existe bien, oui, des réacteurs à uranium naturel, ça existe, mais il faut qu'ils soient modérés avec autre chose que de l'eau. Il faut qu'ils soient modérés avec de l'eau lourde ou du graphite. Donc il y a les Canadiens qui ont une filière de réacteurs Candu qu'ils arrivent à vendre à pas mal de clients. Et les réacteurs au graphite, il n'y en a plus beaucoup. Il y en a eu en France, une filière. Il y a eu les réacteurs RBMK de sinistre mémoire russes qui sont modérés au graphite, refroidis à l'eau, et qui ont été la raison de l'accident de Tchernobyl. Une info quand même, si vous ne la connaissez pas, c'est que les réacteurs nucléaires basés sur le principe qu'on vient de décrire, ce n'est pas qu'une invention des ingénieurs et une invention humaine. Il y a eu, au Gabon, à un endroit bien précis, à Oklo, il y a à peu près 2 milliards d'années, des réactions nucléaires spontanées qui se sont produites. C'est moi ça ? Et c'est encore une histoire tricastine parce qu'on s'en est aperçu dans les années 70 quand les premiers échantillons d'uranium venant de ces mines d'Oklo au Gabon ont été analysés à Pierre Latte et qu'on a découvert que, à la différence de tous les minerais d'uranium venant de partout ailleurs sur la planète, qui contiennent 0,7% d'uranium-235, ceux qui venaient du Gabon là, ne contenaient que 0,6, 0,5, voire 0,4% d'uranium-235. Et avant qu'on comprenne que la raison, c'était qu'il y avait eu des conditions, présence d'eau pour ralentir les neutrons, naturellement, et un nombre de cibles suffisant, il a fallu un certain temps avant que les scientifiques de l'époque comprennent qu'il y avait eu ces fameux réacteurs qui avaient fonctionné à plusieurs endroits de cette mine d'Oklo au Gabon. Quoi dire d'autre là-dessus ? Oui, alors à l'époque, comme l'uranium-235 et l'uranium-238 n'ont pas les mêmes périodes de décroissance, il y a 2 milliards d'années, si vous faites le calcul avec un exponentiel, vous allez vous apercevoir qu'il y avait non pas 0,7% d'uranium-235, mais il y en avait 3,6%, ce qui est justement les taux qui sont nécessaires aujourd'hui pour faire fonctionner un réacteur. Donc il n'y a pas de hasard. Cette mine d'Oklo a aussi été un passionnant démonstrateur pour tous les gens qui travaillent sur le projet de stockage géologique profond de CIGEO. Parce qu'on s'est aperçu à Oklo que la nature, sans qu'on prenne aucune précaution, avait réussi à gérer tous les produits de fission de ces réactions nucléaires. Et qu'ils avaient d'ailleurs très peu migré. On a retrouvé les descendants des descendants qui sont plus radioactifs depuis longtemps. Donc c'est encore un autre argument en faveur de cette idée du stockage géologique dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui n'a rien à voir avec l'enrichissement.
Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça va trop vite ou est-ce que vous m'entendez bien? S'il y a vraiment quelque chose que vous ne comprenez pas, dites-moi stop. Et sinon, ben, si vous pouvez retenir la question, la noter et en discuter à la fin, c'est préférable. Mais si vous bloquez sur quelque chose, arrêtez-moi et posez votre question. Donc l'aventure de l'enrichissement, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer de faire court. Et je pense que les amis qui sont dans cette salle, s'ils avaient eu à faire cet exposé, ils l'auraient sûrement fait très différemment du mien. Je pense que c'est vraiment un vaste sujet qui commence par des applications militaires. Le projet Manhattan aux États-Unis a été celui qui a permis de développer la plupart des procédés qui sont encore en fonctionnement aujourd'hui. Tous les procédés de séparation isotopique ou d'enrichissement, c'est la même chose, utilisent les infimes différences qu'il y a entre l'uranium-235 et l'uranium-238. Et ces différences, ça peut être des différences de masse, mais aussi des différences de comportement chimique ou électromagnétique. Et le premier procédé qui a été testé, c'était la diffusion thermique. Ça me rappelle des souvenirs, je ne sais pas, quelques-uns peut-être là aussi, parce qu'on s'est amusé, quand on a eu démarré l'usine de Rodif et qu'on a eu un peu de temps pour réfléchir à ce qu'on pouvait faire de toutes ces calories qui étaient gaspillées sur notre site de Rodif, mais aussi sur le site EDF de Tricastin à côté. On a passé quelques heures, même centaines d'heures, je dirais, à étudier la diffusion thermique pour voir si on ne pouvait pas. Donc la diffusion thermique, c'est quoi? Ça consiste à faire une sorte de distillation d'un composé chimique de l'uranium qui est l'UF6, liquide, avec deux tubes concentriques, l'un refroidi, l'autre chauffé, et on obtient un petit effet d'enrichissement, comme s'il y a des chimistes parmi vous, comme dans les mécanismes de distillation. Sur le projet Manhattan, ils ont réussi, grâce à ce procédé, à passer de 0,7% à 0,9%. Ils avaient encore du chemin à faire pour aller à 90% pour fabriquer une bombe atomique. Et donc, ils ont développé en même temps les autres procédés. Un des plus importants, c'était les calutrons. Je ne sais pas si vous savez comment fonctionne la spectrométrie de masse, mais quand on ionise un élément chimique, en l'occurrence l'uranium, et qu'on le bombarde, qu'on le lance dans une zone qui est soumise à un champ magnétique, cet ion, parce qu'il est chargé, dans un champ magnétique, il va être dévié et il va faire une courbe avec un certain rayon. Et s'il est plus léger, il va adopter une courbe un peu plus concave et donc le rayon va être plus petit. Et donc les deux isotopes vont pouvoir être séparés mécaniquement, mais c'est atome par atome. Donc si on veut faire des grammes, il faut du temps, et si on veut faire des kilos, n'en parlons pas. Ça, c'était la séparation électromagnétique. Et donc, très vite, la diffusion gazeuse s'est imposée. La centrifugation gazeuse et les équations ont été écrites aussi très, très tôt. Et on parlera aussi de quelques autres procédés que la France a étudiés, comme le procédé chimique, que certains d'entre vous ont peut-être connu, qui était développé complètement par la France, recherche et développement, et jusqu'à arriver à un procédé industrialisable qui présentait l'avantage de ne pas être proliférant, comme on dit. Il ne permettait pas de faire des hauts enrichissements militaires, mais ce qu'on n'avait pas pensé, c'est que justement, à cause de ça, il n'intéresserait personne et donc on ne l'a jamais vendu. Les procédés aérodynamiques, il y en a quelques-uns qui ont fait l'objet de petites usines de séparation, et surtout on parlera, si on a le temps, des procédés laser qui sont peut-être les procédés du futur, qui ont été développés en France, aux États-Unis, et il y en a un qui est peut-être en train d'émerger aux États-Unis, qui s'appelle Silex. Donc très vite, quelques dates, puisque je suis censé parler d'enrichissement. Donc les premières bombes, n'en parlons pas. Le CEA créé en 1945. C'est pas très connu, mais la première production électronucléaire au monde, à partir du réacteur EBR-1 aux États-Unis, dans l'Idaho, c'était un réacteur à neutrons rapide. Et donc, il fallait de très hauts enrichissements. Et donc, ils ont utilisé d'abord de l'uranium enrichi à 90%. Et par la suite, ils ont utilisé du plutonium. En France, la première production électronucléaire, elle a eu lieu ici, à Marcoule, avec le réacteur G1, en 1956. C'était un réacteur à uranium naturel, graphite, refroidi à l'air. Et vous savez ou vous ne savez pas que la France, à l'époque, donc, essayait de se doter d'armement nucléaire
Et comme elle n'avait pas de moyens d'enrichissement d'uranium pour faire des bombes à très haute teneur en uranium-235, elle avait opté pour ce qu'on appelle la voie plutonium. Et ces réacteurs de Marcoule étaient destinés à fabriquer le plutonium des premières bombes atomiques françaises. L'usine d'enrichissement militaire de Pierre Latte n'était pas terminée encore. Elle s'est achevée, cette usine, en 1967. Et puis après, il y a eu toute l'histoire que vous connaissez, sous l'impulsion de Georges Pompidou. La France a décidé, et le CEA en particulier, d'opter pour la filière à eau ordinaire. Il y a eu, puisqu'on n'avait pas encore de moyens industriels d'enrichissement, des accords de fourniture, des accords secrets au départ, avec les États-Unis et la Russie. Je vous en dirai un mot. Et ce n'est qu'en 1973 qu'on a... Donc 1973, c'est l'année du choc pétrolier, de la création d'Eurodif, du lancement du programme électronucléaire par Pierre Messmer, Premier ministre à l'époque. Et c'est aussi l'année où les Américains et les Russes ont envoyé à la France les premières livraisons d'uranium enrichi, et finalement beaucoup plus la Russie que les États-Unis, pour une raison que je vais vous indiquer tout à l'heure. Parce qu'à l'époque, il fallait alimenter les premiers réacteurs, Fessenheim, tout le monde le connaît maintenant, qui a démarré en 1977. La production d'Eurodif n'était pas encore démarrée. La première production d'uranium enrichi date sur Eurodif de 1979. Entre-temps, notre concurrent européen, Urenco, s'était formé aussi, avec un procédé concurrent qui était dès l'origine, pour Urenco, la centrifugation, quand Eurodif choisissait la diffusion gazeuse. Donc, pour résumer le contexte de l'époque, choc pétrolier, volonté d'indépendance énergétique en Europe, pas seulement la France d'ailleurs. Les projets nucléaires civils européens montent en puissance. Les États-Unis, je ne sais pas s'ils ont fait une erreur à l'époque, mais ils étaient en position de monopole et ils sont restés un peu sur leur piédestal et ils ont refusé de garantir les approvisionnements des pays qui commençaient à construire des réacteurs civils. Ils ont pratiqué une politique de prix tellement abusif que dès 1970, je crois, Pompidou faisait une première visite en Russie. Brejnev a dû venir en France quelques années après. En tout cas, en 1971, la France signait un premier accord qui est très peu connu avec les combinats russes d'enrichissement pour alimenter, avec quelques millions d'UTS, l'UTS c'est l'unité de travail de séparation qui sert à mesurer le travail d'enrichissement, cet accord permettait de faire les premières livraisons qui allaient servir à alimenter les réacteurs de Fessenheim et, je crois, et je dois le dire après, Bugey 2, 3, 4, et Fessenheim 2 a été alimenté par les Américains. J'ai eu l'occasion de travailler beaucoup avec la Russie après avoir quitté le Tricastin. C'était vraiment des farouches concurrents sur le marché de l'enrichissement, mais c'est aussi des gens avec qui on a été capable de monter des partenariats intéressants, tout en restant concurrents. Et j'ai eu la chance donc 73, les premières livraisons, j'ai eu la chance en 2003 de représenter la France à Novo-Uralsk, un des 4 combinats russes qui étaient secrets autrefois et qui sont maintenant ouverts, où j'ai pu faire un discours devant... J'étais assez ému ce jour-là parce que j'étais devant une salle de 200 ou 300 personnes. Ils avaient invité des personnels de cette usine.
a pu, je ne sais pas si on a parlé, on fait partie des premières délégations, quand on a pu visiter les installations russes dans les années 90, on s'est d'ailleurs aperçu qu'il y avait bien longtemps qu'ils avaient basculé de la diffusion gazeuse vers la centrifugation, et ils avaient déjà une grosse partie de leur moyen de production qui était en centrifugation à la fin des années 90. Je vous laisse. Excusez un peu du bruit, je vais essayer de changer. Sinon, on peut mettre là, si vous voulez. Je vais y arriver. Allô? Ça a l'air d'aller. Je vais essayer de ne pas tirer dessus. C'est bon? Bon, j'avance parce que sinon on va y passer la nuit. Donc j'en viens quand même. On était resté à 73, donc usine Georges Besse, à Tricastin. Vous savez que c'était à l'époque une coopérative européenne. Il n'y avait pas que la France. Et il y a toujours les autres partenaires d'ailleurs. À part la Suède qui a quitté le projet en 1974, les autres partenaires étaient la Belgique, l'Italie, l'Espagne, l'Iran, vous avez dû aussi en entendre parler, qui à travers cette société franco-iranienne, qui détient 25% d'Eurodif, l'Iran détenait 10% d'Eurodif avec les obligations et les droits qui y étaient associés, c'est-à-dire le droit de toucher les dividendes, et l'obligation, c'était l'obligation d'enlever sa part de production. Donc ça s'est mal terminé, l'histoire iranienne. Je ne sais pas si j'en parle tout de suite ou plus tard, mais j'en parlerai tout à l'heure. Donc Eurodif, les quelques dates importantes. Début des travaux en 1974. Première production, début de production en 1979. Vous devez vous en souvenir, quelques-uns dans la salle. Et pleine production atteinte en 1982. Donc c'était un chantier pharaonique qui a réussi en 5 ans, 8 ans à... Il n'y a pas eu de retard ni sur les délais, ni sur les budgets. Toute ressemblance avec d'autres gros projets actuels est purement fortuite. Toute non-ressemblance. Et l'usine d'Eurodif a été arrêtée en juin 2012, après avoir fonctionné 33 ans, sans interruption, 24 heures sur 24, jour et nuit, pour produire de l'uranium enrichi. Sa capacité d'enrichissement s'est exprimée dans cette unité barbare que je ne vous détaillerai pas. Je donne un cours à l'école centrale, c'est pour ça que ça intéresse, vous serez les bienvenus si vous voulez savoir ce que ça veut dire. L'unité de travail de séparation, Separative Work Unit en anglais, c'est l'unité qui sert à mesurer ce travail de tri des isotopes, uranium-238, uranium-235. Tous les contrats au monde sont libellés en UTS ou en SWOS. C'est l'unité internationale pour vendre des services d'enrichissement à des électriciens nucléaires. 10 millions d'UTS, ça permet d'alimenter une centaine de réacteurs nucléaires de 1000 MW. Inconvénient de cette usine Eurodif, c'est qu'elle consommait 3000 MW de puissance nominale ou maximale, c'est-à-dire elle consommait l'équivalent de la production de 3 réacteurs nucléaires. Donc à l'époque, en 1973, ça avait paru intéressant comme ratio. Consommation de 3 réacteurs pour pouvoir en approvisionner une centaine. Vous savez que EDF n'a que 58 réacteurs, donc ça veut dire que ça a laissé une large place pour l'exportation, qui a largement été utilisée d'ailleurs pour vendre des services d'enrichissement à une vingtaine d'électriciens étrangers, japonais, américains, européens. Et EDF était le client national. Pas forcément le plus facile d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des gens d'EDF dans la salle? Pardon? Je ne vais pas forcément dire du mal d'EDF, mais... Et donc le jeune homme avait une question là? Parle fort parce que j'entends pas bien. Ah, c'est des mégawatts. C'est une puissance. Tu as raison, il y a souvent des confusions. Ce n'est pas une énergie, c'est une puissance. Une lampe de 100 watts, c'est sa puissance. Si tu la fais marcher pendant 1 heure, tu vas consommer 100 watts-heures. Ça, c'est une énergie. Mais là, je parle en watts, c'est la puissance. Je veux bien te donner le chiffre des consommations, mais on a consommé jusqu'à
20 TWh, 20 milliards de kilowattheures par an au maximum, les meilleures années d'Eurodif. Mais ça ne doit pas te parler beaucoup. Bon, la séparation isotopique, que ce soit par centrifugation ou diffusion gazeuse, elle travaille sur un gaz qui est l'hexafluorure d'uranium, UF6. Et c'est la différence de masse entre ces deux molécules qui est utilisée. Heureusement, le fluor n'a qu'un seul isotope, donc la différence de masse ne vient que de l'uranium, 235 ou 238. Cet hexafluorure d'uranium, pour ceux que ça intéresse, il peut donner du fil à retordre à ceux qui le manipulent. Et on l'utilise pourquoi, cette molécule? Parce qu'il n'y a pas besoin de chauffer beaucoup pour rendre le composé gazeux. À température ambiante, il est solide, c'est une sorte de cristal. Il suffit de chauffer au-dessus de son point triple, qui est de 64 degrés, ce n'est pas énorme pour un procédé industriel. C'était typiquement autour de 80 degrés, pour qu'il soit évaporé sous forme gazeuse. Deux inconvénients à l'UF6, et la plupart des accidents que j'ai vécus personnellement, ils sont liés à ces propriétés de l'UF6, et ce n'est pas des accidents nucléaires. Et souvent, d'ailleurs, dans le nucléaire, la chimie joue un rôle prépondérant. Il n'y aurait pas de chimie, il n'y aurait jamais eu de nucléaire. Marie Curie n'aurait jamais trouvé tous les éléments radioactifs qu'elle a trouvés si elle n'avait pas fait de chimie. En tout cas, pour revenir à l'UF6, son fluor fait qu'il est très très réactif à l'humidité, et quand de l'UF6 s'échappe dans l'atmosphère, comme il y a de l'humidité dans l'air, ça provoque une formation d'acide fluorhydrique toxique. Et deuxième inconvénient, c'est que quand on franchit cette ligne, qu'on passe de la phase solide à la phase liquide, quand on fait fondre le glaçon, il y a une expansion volumique énorme de 30%. C'est le contraire de l'eau. Quand vous voulez faire péter une bouteille, vous la remplissez d'eau, vous la mettez au congélateur, quand ça gèle, ça éclate. Là, c'est quand ça dégèle que ça éclate. Et ce phénomène-là de baisse brutale de la densité au-delà de cette limite du point triple a été la cause de quelques accidents mémorables, dont un accident mortel aux États-Unis et peut-être un ou deux dont je vais vous parler après, qui sont survenus à Pierre-Latte. Il n'y a pas eu mort d'homme, heureusement. La diffusion gazeuse, si vous voulez comprendre le principe, tout est là, et tout réside dans cette formule que vous connaissez, l'énergie égale 1,5 de mV2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on exprime la vitesse à l'inverse, la vitesse est inversement proportionnelle à la racine carrée de la masse. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un gaz à l'équilibre thermodynamique, les molécules de gaz ont toutes la même énergie, parce qu'elles échangent par choc cette énergie, donc elles ont toutes la même énergie moyenne. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que si elles ont la même énergie, leur vitesse va être fonction de leur masse, et donc les molécules les plus légères voyagent plus rapidement. Et pour vous donner l'exemple de ce qu'on est en train de respirer dans cette salle, par exemple, il y a justement des trous sur le mur. Dans l'air, il y a de l'oxygène et de l'azote. Lequel est le plus léger? L'azote, ouais. Et donc, ça veut dire que l'azote, qui est plus léger que l'oxygène, voyage plus vite. Et donc, s'il voyage plus vite, l'azote, ça veut dire qu'il va avoir une probabilité, l'atome d'azote ou la molécule d'azote, de frapper les parois, si on est dans une salle comme ça, plus souvent que les molécules d'oxygène. Et si dans la paroi, on a aménagé des trous, ça veut dire que la molécule la plus légère va avoir une probabilité de passer au travers de ces trous plus importante que pour les molécules les plus lourdes. C'est exactement ce principe qui est utilisé pour la diffusion gazeuse. On fait rentrer dans un compartiment ce mélange UF6 238, UF6 235 gazeux, sous pression. Il y a une barrière poreuse, un peu particulière, c'est vrai, qui permet, grâce à un vide qu'on crée en aval, d'obtenir ce léger effet d'enrichissement qui est celui qui est à la base du fonctionnement d'une usine de diffusion gazeuse. Et donc on se retrouve avec une entrée d'alimentation, un gaz appauvri qui va sortir ici, et un gaz enrichi qui a traversé cette barrière de séparation. Ça va, ça vous suffit? C'est clair ou c'est pas clair? Malheureusement, la différence de masse, vous avez vu, entre les deux molécules d'uranium est très faible.
Et donc, il faut faire cette opération un certain nombre de fois et monter le procédé sous forme de ce qu'on appelle une cascade, avec donc ici ces fameux étages de séparation. En amont, un compresseur pour comprimer le gaz. La partie qui va traverser va être enrichie. Comme elle a été comprimée, il faut la refroidir, sinon on monterait trop en température. Donc il y a un échangeur qui permet d'évacuer les calories. C'est à ça que servaient les 2 tours de réfrigération de Rodif. Et ce n'est pas des tours EDF, hein, à Tricastin, pour ceux qui y passent de temps en temps. On recomprimait pour l'étage suivant. Et il y avait donc, sur l'usine de Rodif, 1400 étages élémentaires. C'est ça qu'on appelle un étage élémentaire, pour aller de la teneur d'enrichi dont on a parlé tout à l'heure, 4 ou 5%, tout à fait au bout ici, des 1400 étages. Une introduction d'uranium naturel quelque part au milieu de l'usine, et tout à fait à gauche, au pied, une teneur appauvrie cette fois, autour de 0,3%, sachant que le facteur d'enrichissement par étage, il est de l'ordre de 1,002 une fois qu'on a inclus tous les rendements. Et si vous faites 1,02 puissance 1400, vous allez trouver un rapport 16, et 16 c'est justement le rapport entre 0,3 et 5%. Voilà, très schématiquement, quelques chiffres sur le procédé pour ceux que ça intéresse. Donc la diffusion gazeuse, les précurseurs, c'était les Américains, qui dès 1945 ont commencé à construire cette usine d'Oak Ridge, dans le Tennessee. Elle a été arrêtée en 85. Moi, j'ai pu la visiter en 86. On avait noué des liens avec quelques Américains, et certains s'en souviennent. Et moi, en 86, j'ai faussé compagnie à Eurodif pour aller passer un master d'astrophysique tout près d'Oak Ridge, à Knoxville, dans le Tennessee. Mais j'ai eu l'occasion, en arrivant, comme je connaissais des gens, de visiter cette usine qui venait d'être arrêtée, et de visiter aussi quelque chose qui intéressait beaucoup plus nos amis du CEA, un pilote d'enrichissement par laser, le pilote américain, qui était implanté juste à côté. Et qui ne m'ont pas laissé voir grand-chose. Et ils ont noté toutes les questions que j'ai posées. Et donc 2 autres usines qu'on connaît bien aussi, Paducah dans le Kentucky et Portsmouth, qui sont aujourd'hui toutes les 3 arrêtées. On parlera du cas américain après si vous voulez, mais pour moi les Américains ont été des leaders, des précurseurs, mais récemment ils ont plutôt raté leur virage industriel. Ils ont essayé de passer à la centrifugation, ils n'ont pas réussi. Donc je reviens à l'usine de Rodif. La diffusion gazeuse a été développée aux États-Unis, en Russie, en France, en Angleterre, en Chine, bien que la Chine aujourd'hui est passée aussi à la centrifugation, soit passée à la centrifugation. L'assemblage, c'était des diffuseurs en partie haute, dans une enceinte, dans une zone qui était à 80 degrés, à haute température, pour que l'uranium reste gazeux. L'échangeur thermique était là, et il y avait besoin d'un compresseur ici en bas, et donc chaque étage était un empilement de ce type-là, et tous les étages étaient mis en série, et donc ce compresseur, c'était de la technique aéronautique, qui avait été fournie par un certain nombre de fabricants européens d'ailleurs, avec des moteurs très puissants, puisque chaque moteur faisait, bon, il y avait 3 tailles, mais les plus gros faisaient plusieurs mégawatts. Donc ça ressemble à des moteurs de TGV. Et il y en avait 1400, ce qui explique que l'usine consommait 3000 mégawatts. Et donc voilà à quoi ça ressemblait, Rodif. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter. Aujourd'hui, cette usine est arrêtée. Voilà un opérateur ici en bas. Ça, c'est un étage de 20 groupes qui va être démantelé. Et si vous voulez retenir un chiffre, il va y avoir 150 000 tonnes de métaux qui vont être extraits de cette usine, qu'on est capable de... Alors là, je parle sous contrôle de ceux qui sont dans la salle, parce que je n'ai pas suivi les derniers développements. En tout cas, moi, ce que j'avais retenu, c'est qu'on sait parfaitement les décontaminer, mais on est dans un pays, la France, où on n'est pas capable, on s'interdit en tout cas, de recycler des matières qui ont passé une partie de leur vie dans une installation nucléaire, même si on est capable de les décontaminer en dessous de la radioactivité naturelle. Les Anglais, les Allemands, tout le reste du monde a fixé des seuils d'exemption, comme on appelle, c'est-à-dire en dessous d'un certain seuil de radioactivité, quand on n'est pas plus radioactif que vous et moi, par exemple, on décrète que les matières ne sont plus des déchets nucléaires et qu'on peut fabriquer peut-être pas des casseroles avec, mais fabriquer des rails de chemin de fer, fabriquer des ferrailles pour le bâtiment. En France, on se l'interdit, et j'espère que les plus jeunes arriveront à modifier la réglementation française sur ce point-là, parce que ça n'a pas de sens.
Là, il va y avoir un gaspillage de 150 000 tonnes qu'on va devoir stocker dans un centre de déchets radioactifs pour rien, avec des coûts énormes, alors qu'on pourrait en faire autre chose. Ça, c'est mon opinion, et donc je ne sais pas si j'ai les dernières infos, mais... Et donc voilà, donc, à quoi ressemblait cette usine d'Eurodif, à ne pas confondre avec la centrale EDF de Tricastin, qui avait été construite juste à côté, pour une bonne raison, qui était que, justement, Eurodif avait besoin d'énergie. Oui, jeune homme, encore une question? Quand avant de stocker les déchets, Les déchets. est-ce qu'on les décontamine quand même? Oui, ça c'est une question, je ne vais pas y répondre complètement, mais ces déchets-là, on peut les décontaminer. Il faut savoir que 99% des déchets nucléaires, c'est des déchets qui ne sont pas très radioactifs. Donc certains, on peut les décontaminer, mais en France, je viens de le dire, ça ne sert à rien de les décontaminer, parce qu'ils vont de toute façon finir leur vie dans une décharge de faible ou de très faible activité, parce qu'on ne veut pas les recycler. Mais il y a des tas de pays qui les décontaminent, qui refondent les métaux et qui les réutilisent. Et les déchets, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, parce qu'il y a des choses à dire sur les déchets. Bon, cette aventure de l'enrichissement, ben, c'est vrai que moi j'ai un certain nombre de souvenirs, puis je ne suis pas le seul dans la salle à me souvenir d'un certain nombre de personnes qui m'ont marqué. Moi. Et mon premier contrat avait été signé par Georges Besse en 1977, quand je suis rentré, non pas à Eurodif tout de suite, mais à UCI. Donc Georges Besse, vous connaissez son histoire, c'était un des grands patrons d'industrie. Et vraiment, il fait partie des gens, des patrons d'industrie comme on en rencontre peu dans une carrière. Moi, j'ai eu d'autres patrons après, mais des gens qui ont vraiment la fibre industrielle comme lui il avait, et quelques autres, parce que moi j'ai été marqué aussi à Eurodif notamment, par des Jean Charlade, Jacques Cross, qui m'ont vraiment appris mon métier et qui étaient des gens qui étaient capables de motiver des équipes et de faire marcher et de faire réussir Et il y en a d'autres dans cette salle. Jean-Marie Renaud, Christian Favario et d'autres. Et vraiment, vous savez que Georges Besse, il a été assassiné en 86, à l'époque où il était à la tête de Renault, simplement parce qu'il symbolisait cette réussite entrepreneuriale française et de ces grands patrons d'industrie. Et donc, je lui rends hommage personnellement. Et je reviens donc à... Alors, quelqu'un m'a posé la question de quels incidents vous allez parler. Donc, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas prévu de parler d'incidents pour inquiéter les gens, mais simplement pour dire que dans toutes les activités humaines, il y en a des incidents. C'est obligatoire. Et l'important, c'est de savoir ce qu'on en fait de ces incidents. Et je peux vous dire que dans le nucléaire, chaque fois qu'un incident s'est produit, ça a été l'occasion de mener des analyses en profondeur et de mettre en place des actions correctives pour que ces accidents ne se reproduisent plus. Moi, je ne connais aucun accident qui se soit produit 2 fois. Et donc, c'est vrai qu'on a eu plusieurs fois, moi personnellement, et peut-être d'autres dans cette salle, à mettre un masque sur son nez, parce qu'on avait une fuite UF6 qui s'était déclarée. Donc, moi, le premier incident qui m'a marqué, c'était... Ah tiens, il n'y est pas, là, c'était un incendie CLF3, c'était en 77, il n'y est pas. Et donc, la fameuse fuite à Comurex en 77, elle était liée à ce phénomène d'expansion volumique dont je vous parlais, sur un conteneur. On a eu une fuite importante à Eurodif en 79. Il y a eu aussi qui nous ont marqués, je les ai indiqués pour avoir quelques points de repère, mais les gros accidents nucléaires de 3 Mile Island en 79, de Tchernobyl en 86 et de Fukushima en 2011. Je ferai simplement une remarque sur le dernier incident qui est indiqué là sur cette liste, qui est celui du malheureux relâchement de 74 kg d'uranium à Socatri en 2008. Moi, c'est un incident qui m'a marqué qui m'a marqué essentiellement à cause de l'injustice de ce lynchage médiatique qui était organisé autour de cet incident. Et quand on connaît les personnes qui étaient en charge à l'époque et qui ont été d'ailleurs traînées dans la boue par des antinucléaires qui ne les connaissaient même pas, qui ne connaissaient même pas la qualité de leur travail, c'est des gens qui ont été injustement abandonnés aussi par Areva. À la fin, Areva a fini par perdre ses procès contre les gens qui attaquaient la Socatri. Ce que je tiens simplement à dire, c'est
on oublie toujours dans ces affaires-là les faits réels. Et 74 kilos d'uranium, bien sûr, il y avait un incident. C'était de l'uranium naturel qui est parti dans la Gaffière, un petit ruisseau qui se jetait dans le Rhône. 74 kilos d'uranium dans le Rhône, c'est une goutte d'eau par rapport à l'uranium qui est charrié naturellement par le Rhône tous les ans. Tous les ans, il y a 1000 fois plus d'uranium qui passe dans le Rhône. Pourquoi? Parce que l'uranium, c'est un élément naturel. Donc on a fait tout ce tapage pour 74 kilos d'uranium en plus, voilà, sans aucun respect pour les personnes qui assumaient, effectivement, et qui avaient été responsables et qui ont assumé complètement leur responsabilité de cet incident. Ça m'a vraiment navré. Et c'est souvent comme ça que ça se passe dans le nucléaire. Il y a vraiment un dialogue de sourds entre les gens qui... Alors, est-ce que c'est par méconnaissance, par idéologie, veulent absolument tuer cette industrie et ceux qui la font marcher pour le compte des autres, d'ailleurs, parce que tout le monde en profite de cette électricité nucléaire. Là, ceux qui se sont acharnés contre Yves André et Michel Martinan, ben, c'est des gens qui consommaient l'électricité nucléaire aussi, et qui y avait là deux personnes de qualité, vraiment parmi ceux qui étaient les plus pointilleux que je connaisse d'ailleurs dans ce domaine-là de la sûreté, qui géraient ces effluents à leur place. Donc voilà, je trouve ça scandaleux, personnellement, et je vous le dis, et je ne manque pas de le dire chaque fois qu'on me donne la parole. Voilà, donc je pensais je vous propose, parce qu'il reste peut-être pas beaucoup de temps, j'avais prévu de vous parler de quelques expériences, et donc je ne sais pas si vous en choisissez une dans la liste ou si je les balaye rapidement, et puis on en parle après. Je vous propose de les balayer vite fait, puis vous verrez ce qui vous intéresse. C'est votre exposé, ce n'est pas le mien, donc c'est un sujet tellement vaste qu'on pourrait y passer la soirée. Comment je suis devenu écologiste grâce au nucléaire, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il faudrait le dire, mais la première expérience que j'ai eue en arrivant à Eurodif, quand j'ai été recruté par Eurodif après la construction, c'est celle de ce petit projet d'amélioration des rejets d'uranium d'une tour qu'on appelait la DRF pour les spécialistes. Il se trouve qu'une grosse usine comme Eurodif rassemble tous ces polluants sur une installation avec une cheminée. Il faut bien quelque part qu'on rejette à l'atmosphère. La question, c'est combien on rejette et est-ce qu'il y a des problèmes environnementaux ou sanitaires. Il se trouve qu'on avait une autorisation pour rejeter, ça ne vous parlera peut-être pas, mais 3,7 milliards de becquerels de radioactivité par an. Quand on a démarré l'usine, on s'est aperçu qu'on n'était pas loin de la limite. On était à 90% de la limite. Donc on s'est dit, on aurait pu ne rien faire, mais en industriel responsable, on s'est dit, bah, tiens, on va essayer de chercher des idées. Personne ne nous le demandait, on n'avait pas besoin de le faire. Moi, ce que j'ai admiré, c'est qu'à l'époque, ça intéressait tout le monde, ce petit sujet. Et c'est là que je me suis aperçu que finalement, les vrais écologistes, ils étaient à l'intérieur du nucléaire et pas à l'extérieur. C'est là que j'ai trouvé des gens qui, finalement, alors qu'ils n'étaient pas obligés, se sont passionnés pour essayer de trouver un procédé et après trouver de l'argent, parce que nos chefs nous ont donné l'argent, pour installer ces fameux filtres électrostatiques qui étaient la solution qu'on avait retenue et qui nous a permis de diviser par 20 ces rejets pour s'éloigner de la limite, parce qu'on s'est dit, ben, dans les 20 ans qui viennent, on risque de l'accrocher un jour. Ce que j'ai appris après, pour finir l'histoire et la faire courte, c'est que l'autorité de sûreté, dans sa course effrénée, a toujours plus de sûreté, toujours plus de contraintes et toujours plus cher pour les contribuables. L'autorité de sûreté, voyant que Eurodif était très bon élève et ne rejetait que 20% de la limite autorisée, l'autorité de sûreté a abaissé, bien sûr, à 20% la limite de rejet. Voilà. Mais ça, c'est simplement une petite histoire qui m'a marqué, parce que quand on a vu arriver dans les années qui ont suivi, notamment après Tchernobyl, la CRIRAD, avec Michel Rivasi, qui n'est pas dans la salle, qui crée la CRIRAD à Valence, on a toujours eu un dialogue de sourds qu'on n'a pas réussi à résoudre, et je ne sais pas si vous avez eu l'impression de trouver une solution les uns et les autres, mais on n'a jamais réussi à l'inviter à rentrer sur notre site. La remarque qui est souvent faite, c'est que le nucléaire, c'est opaque, c'est la culture du secret, etc. C'est pas vrai. À partir des années 80, on a ouvert nos portes, on a fait un nombre de journées portes ouvertes innombrables. On a invité justement tous ces antinucléaires à visiter nos installations, et je pense qu'ils ont refusé les invitations uniquement parce qu'ils avaient peur d'y rencontrer des gens qui étaient peut-être plus écolos qu'eux. Et Michel Rivasi, elle préférait se faire filmer par Antenne 2 devant les grilles d'Eurodif, les grilles fermées avec bien sûr les barbelés au-dessus, pour pouvoir dire, ben voilà, derrière ces grilles, on ne sait pas ce qui se passe, opacité, etc. Donc
voilà, pour vous dire que mon expérience, c'est qu'effectivement, les gens les plus concernés d'environnement, je les ai plutôt trouvés à l'intérieur qu'à l'extérieur. Tchernobyl, ça c'est aussi... J'ai encore des élèves à l'école centrale qui n'étaient pas nés en 86 et leurs parents leur ont mis dans la tête qu'un responsable français aurait dit que le nuage de Tchernobyl se serait arrêté à la frontière. Alors là, je rigole parce que... Donc moi, il se trouve que j'étais jeune ingénieur à l'époque, j'étais d'astreinte le 2 mai 86 à Saint-Paul-Trois-Châteaux. On m'a appelé parce que effectivement, les gens de chez nous qui... sur une installation nucléaire, on fait des mesures de radioactivité atmosphérique, bien sûr. Et il y avait une radioactivité anormale ce jour-là. Donc je suis venu sur le site. Très vite, on a pu, parce que chaque radioélément a une signature, on a vu que c'était du césium-137. Jean Charlade a téléphoné à EDF de l'autre côté de la rue pour leur dire, bon, du césium-137, il n'y en a pas dans notre procédé, nous, enrichisseurs, ça peut venir que d'un réacteur nucléaire, donc ça doit venir de chez vous. Très vite, EDF a dit, non, ça ne vient pas de chez nous. Et ce n'est que le lendemain, donc ça c'était le 1er mai, pardon, ce n'est que le 2 mai qu'on apprenait, enfin, on l'avait appris la veille, que les Russes avaient eu cet accident à Tchernobyl. Alors non pas la veille, mais le 26 avril. Ils sont restés silencieux pendant une semaine jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus éviter les explications, parce que tout le monde sur la planète, le nuage avait fait effectivement le tour de la planète. Et le 2 mai, le premier article du professeur Pellerin, qui a été tellement décrié, tellement attaqué, qui a subi je ne sais pas combien de procès, était que un nuage, une radioactivité, enfin un accident s'est produit en Union soviétique et j'arrive pas à lire, la radioactivité est enregistrée sur l'ensemble du territoire sans danger pour la santé. Donc il disait clairement qu'un nuage était en train de traverser l'Hexagone. Après, il y a eu toutes les péripéties que je saute jusqu'à cette fameuse émission de télévision où une journaliste, je ne sais pas si vous vous en souvenez, sur la frontière franco-allemande avec 2 salades, une dans la main droite côté Allemagne et une dans la main gauche côté France, disait côté France vous pouvez manger votre salade, mais côté Allemagne surtout pas, parce que principe de précaution, je ne sais pas si vous vous souvenez, les Allemands avaient dit il ne faut pas manger faut pas manger de champignons et pas manger de légumes à feuilles. Donc ça veut dire que le nuage s'est arrêté à la frontière. Et c'est le 12 mai que Libération sortait ce scandaleux numéro titré en première page « Le mensonge radioactif, les pouvoirs publics nous ont menti, le nuage radioactif de Tchernobyl a bien traversé l'Hexagone ». Et le professeur Pellerin vient d'en faire l'aveu 2 semaines après l'accident, prenant ses lecteurs, Libération, pour des imbéciles, parce que le contraire avait été écrit un peu avant. Mais bon, peu importe cette polémique. Donc effectivement, le professeur Pellerin, ce qu'on peut déplorer, c'est qu'il a subi procès sur procès, de la part d'Antenne 2, il a été accusé par Noël Mamère, par la plupart des écolos. Et ce n'est qu'en 2012 qu'il a eu gain de cause finalement et qu'on l'a complètement reconnu blanchi. Mais ce monsieur, il a eu sa vie ruinée complètement par cette histoire. Il n'osait plus sortir de chez lui à Paris. Et il n'a même pas reçu une reconnaissance nationale quand il est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Bref. L'important, ce n'est pas ça, c'est le fond du problème. Et nous qui étions bien placés pour faire les mesures, ce jour-là, qu'est-ce qu'on a mesuré? C'était quoi ce nuage? On n'a jamais mesuré à Eurodif plus de 1 becquerel. Un becquerel, c'est une désintégration par seconde, par mètre cube d'air. Et ça, quand on sait ce que c'est qu'un becquerel, on sait que c'est rien du tout, parce que la radioactivité naturelle due au radon, par exemple, c'est plusieurs centaines de becquerels dans la région ici. C'est jusqu'à 400 becquerels en Bretagne ou dans le Limousin. Donc 1 becquerel, c'est rien. Et malgré ça, la peur s'est propagée comme une traînée de poudre dans un certain nombre de pays, dont les plus craintifs et les plus peureux que sont la France, l'Italie et l'Allemagne. Et il y a encore des gens, dans toutes nos familles, qui pensent qu'il y a des pathologies thyroïdiennes dans toutes les familles. Et il y a encore des gens qui pensent que le nuage de Tchernobyl peut être responsable des problèmes thyroïdiens qu'ils ont eus. Il y a eu une autre émission de télévision aussi qui m'avait marqué, qui prétendait donc que entre 86, l'année de Tchernobyl, et 96, les 10 ans qui ont suivi, qu'il y avait une augmentation de 30% des cas de cancer de thyroïde. Malheureusement, c'était vrai. Mais ce que l'émission ne disait pas, c'est que dans les 10 ans qui avaient précédé Tchernobyl, il y avait eu la même augmentation de 30%. Et donc le mensonge par omission, c'est aussi un truc qui est utilisé régulièrement par les gens qui veulent démolir cette industrie. Et là, c'était encore un cas flagrant. Et depuis, on sait, ça c'est
une courbe de l'Institut Gustave Roussy que je montre à tous ceux qui me posent la question sur la thyroïde. C'est vrai que ça augmente les cancers de la thyroïde. Ça, c'est les femmes et ça, c'est les hommes. Bon, la mortalité est très, très faible, mais quand même, peu importe. Il y a des tas de gens qui subissent une ablation et qui sont sous lévothyrox à vie simplement parce qu'ils ont eu un problème de thyroïde. Ça date des années 50, cette augmentation. Les femmes sont beaucoup plus touchées que les hommes. Et on sait aujourd'hui que c'est lié, non pas à la radioactivité, surtout pas de Tchernobyl, mais que c'est lié aux perturbateurs endocriniens qu'on a utilisés de plus en plus à partir des années 50 pour l'agriculture. Vous savez qu'il y a des hormones maintenant pratiquement dans tout ce qu'on mange. La contraception, c'est pour ça que les femmes ont été plus touchées aussi que les hommes. Et donc ça n'avait rien à voir avec Tchernobyl. Et ça ne pouvait pas avoir un rapport avec Tchernobyl, vu les doses qu'on a mesurées. L'iode 131, qui est responsable des cancers de la thyroïde, c'est pareil, ça n'a jamais dépassé un becquerel par mètre cube. C'était minuscule, minuscule. Et l'iode, vous savez, vous ne savez pas, que c'est un élément radioactif à vie courte. Donc c'est très radioactif, mais sa durée de vie, sa période est de 8 jours. Donc si on attend quelques périodes, la radioactivité disparaît. Et donc les enfants de Tchernobyl, effectivement, qui étaient dans le nuage au mauvais endroit au mauvais moment, c'est vrai, moi ça fait partie des plus mauvais souvenirs que j'ai sur cet accident de Tchernobyl, c'est qu'il y a 6848 enfants qui ont été contaminés par de l'iode radioactif et qui ont déclenché un cancer de la thyroïde. Alors, ce n'est pas 6800 victimes, comme on l'entend parfois. Ils sont vivants aujourd'hui, ils ont 45 ans, mais c'est des gens dont la vie a été polluée par cet accident, c'est évident. Je reviens à l'enrichissement quand même. Bon, je vous livre ça, mais on ne va pas y... La radioactivité naturelle, ça aussi c'est assez méconnu, mais vous voulez parler des déchets tout à l'heure, mais ça aussi c'est des choses qu'il faut savoir. En France, c'est les chiffres de l'IRSN. Chaque Français, en moyenne, reçoit une dose, alors ça ne vous parle peut-être pas bien, mais de 4,5 millisieverts par an. Là-dedans, il y a à peu près 2,9 millisieverts d'exposition naturelle moyenne en France. Autrefois, on disait 2,5, maintenant c'est 2,9. Il y a des pays, c'est un peu moins, et il y a des pays où c'est beaucoup plus. Mais surtout, chacun d'entre nous, en moyenne, reçoit 1,6 millisieverts par an d'exposition médicale. Ça devient énorme. Et là-dedans, l'exposition liée aux fuites de l'industrie nucléaire, aux réacteurs EDF, aux résiduels du nuage de Tchernobyl, aux résiduels des essais militaires des années 60, ce n'est que 0,02 millisieverts, donc c'est moins de 1%. Donc si on dit ça autrement, ça veut dire que notre exposition médicale, aujourd'hui, elle est 80 fois plus élevée que celle due à l'industrie nucléaire, incluant, comme je viens de dire, les déchets, les rejets, Tchernobyl, etc. Et la radioactivité naturelle est 140 fois plus élevée que la radioactivité que nous recevons des activités nucléaires humaines. Ça, c'est des chiffres qu'on trouve rarement exprimés comme ça, et c'est pourtant la réalité. Donc c'est bien d'avoir quelques points de repère quand on vous assène des millisieverts. Et bon, il y aurait des choses à dire sur notamment Fukushima, mais il y aura peut-être des questions. Une autre anecdote, donc, parmi mes souvenirs, c'est que le 1er décembre 2005, donc j'étais en région parisienne, déjà j'ai été réveillé par un coup de téléphone d'un fonctionnaire, un brillant fonctionnaire de la direction de l'énergie et des matières premières au ministère de l'Industrie, me disant c'est vrai ce qu'on me raconte, il paraît que vous expédiez des déchets nucléaires en Russie. Alors je suis tombé de haut. Et donc je lui ai expliqué ce que c'était que ce contrat qu'on avait mis en place avec les Russes, qui consistait à leur envoyer des uraniums appauvris, qui était un des sous-produits de notre activité d'enrichissement, pour que eux, qui avaient des usines d'enrichissement disponibles, qui ne servaient pas, pour lesquelles ils n'avaient pas de contrat, qui réenrichissent cet uranium appauvri, qui était à 0,3 ou même 0,35%, et qui nous fabriquent de l'uranium naturel. Parce que dans une usine d'enrichissement, on peut prendre de l'uranium naturel à 0,7%, fabriquer du 5% pour mettre dans un réacteur, avec un sous-produit appauvri à 0,3%. Mais on peut aussi, dans une usine d'enrichissement, au lieu de rentrer du naturel, rentrer du plus enrichi ou du moins enrichi, mais si on rentre du 0,3%, d'uranium 235, on peut fabriquer du 0,7%, c'est-à-dire du naturel, et rejeter à 0,2 par exemple. Et ce contrat, c'est pour moi, c'est un des contrats les plus vertueux qu'on ait mis en place avec les Russes. Pourquoi ? Parce que ça permettait de régénérer de l'uranium naturel, d'économiser la ressource naturelle et d'éviter que nos collègues mineurs aillent prélever cet uranium dans le sol.
C'était un contrat où il y avait en plus des intérêts. On avait trouvé un accord commercial, on y gagnait de l'argent et les Russes aussi. C'était un contrat qui permettait d'optimiser tout en respectant l'environnement. Et c'était surtout rien qui ressemblait à une expédition de déchets nucléaires en Russie. Donc ce brave fonctionnaire, je lui ai dit, comme il était en poste que depuis 3 mois, je lui ai dit, mais pourtant votre prédécesseur a bien signé le contrat avec nous, on a tout fait dans la transparence, et évidemment, ils passent tellement rapidement sur leur poste, ces gens-là, que bon, ils n'ont pas toujours les réponses, et on les comprend, et je ne lui jetais pas la pierre. Mais en tout cas, il faut savoir que ce contrat russe, il a été attaqué en France, ça c'était au Havre, mais même chose en Russie, régulièrement, et on est encore considéré, dans un certain nombre de têtes de gens de Greenpeace qui ont connu cette époque-là, comme des gens qui avons expédié, alors que la loi l'interdit bien sûr, des déchets nucléaires en Russie. Donc voilà, pour vous donner une autre anecdote. Et donc en Russie, ben voilà à quoi ressemblaient les usines de centrifugation russes, parce que ça a été fait sur des usines de centrifugation. Des millions de machines qu'on a découvert dans les années 90 et qui ont remplacé, donc c'est des petites... mais je vais vous parler de la centrifugation tout de suite. Bon, ça c'est une autre aventure qui était possible grâce à Eurodif, moi qui m'a passionné. Vous voulez qu'on en touche un mot rapidement ou... Eurodif, c'est une usine qui consommait beaucoup d'électricité. Je commence par l'anecdote suivante, vous allez comprendre tout de suite. Lors de la canicule de l'été 2003, il s'est passé quelque chose au niveau des températures des fleuves français, ça montait, et il y avait un certain nombre de poissons qui étaient le ventre en l'air, en train de mourir, et plusieurs fleuves, dont le Rhône, ont atteint les limites autorisées par les arrêtés préfectoraux. Et comme vous savez que la plupart plusieurs réacteurs nucléaires d'EDF, et pas que nucléaires d'ailleurs, rejettent leurs eaux chaudes dans le Rhône, ça contribuait à faire monter encore plus la température. Et donc EDF a été contraint d'arrêter un certain nombre de centrales, uniquement parce qu'il faisait trop chaud et que les températures des fleuves étaient trop élevées. Nous, on regardait de près les cours de l'électricité, parce qu'on exploitait une usine qui était très électro-intensive et on achetait de l'électricité régulièrement. À l'époque, on avait commencé à en acheter ailleurs qu'à EDF d'ailleurs, puisqu'à partir de 2000, pour les gros électro-intensifs, l'Europe avait obligé le marché à s'ouvrir. Et donc, sur les prix de gros du marché électrique européen, les prix ont flambé très rapidement et ils sont passés de 50 € par mégawattheure, prix moyen à l'époque, à plus de 1000 € par mégawattheure. Nous, on avait eu l'idée déjà, pour d'autres raisons, d'améliorer notre cascade d'Eurodif de manière à pouvoir la faire fonctionner, non pas toujours à pleine charge, mais entre 100% de charge, 10 millions d'UTS, et 20%. Techniquement, ce n'était pas si évident que ça, parce qu'on avait des compresseurs qui ressemblaient à ces moteurs d'avion que je vous ai montrés, qui travaillaient tantôt sur une butée, tantôt sur une contre-butée, et il y avait un passage délicat qui, quand on a fait les premiers essais, nous a occasionné quelques casses de compresseurs. Mais c'était le prix à payer pour rendre cette usine flexible. Elle est devenue tellement flexible que lors de la canicule de 2003, dont certains d'entre vous ont peut-être encore souvenir, on a proposé, par simplement quelques coups de téléphone, ça s'est passé en moins d'1 heure à Paris. Ce n'était pas avec EDF, c'était avec RTE, Réseau de transport d'électricité, qu'on traitait à l'époque. On leur a dit, mais nous, on est capable, si vous voulez, de réduire notre consommation de l'usine Eurodif de 800 MW. Ils ont sauté sur l'occasion tout de suite, et ça s'est su, et on a eu, dans les minutes qui ont suivi, d'autres appels d'électriciens suisses et d'électriciens allemands qui nous disaient, mais nous, on est prêts à vous payer très cher si vous faites ça. Et alors finalement, on a fini par traiter avec EDF. Je dis que EDF était le mieux disant, ce n'est pas tout à fait vrai. On avait d'autres intérêts avec EDF. Et donc l'énergie électrique qu'on achetait pour notre usine pour faire de l'enrichissement, on l'a effacée et on l'a revendue sur le marché à un prix qui n'était pas 1000 €, mais presque. Alors c'est vrai qu'il y a des gens d'EDF qui nous en veulent encore, mais on a convenu le prix avec eux. Ils étaient très demandeurs. Nous, ça nous a fait une petite rentrée de quelques millions.
mais ça a rendu des services énormes à EDF, et ils ont tellement apprécié qu'ils nous ont demandé quelques jours après seulement de refaire le même effacement. On a effacé une deuxième fois 800 MW. Ça vous parle peut-être pas, mais 800 MW, ça revient à mettre un réacteur nucléaire sur le réseau français, pratiquement. Et on l'a fait 2 fois. Et donc voilà, j'appelle ça stockage d'électricité parce qu'aujourd'hui, l'usine de Rodif est arrêtée, la centrifugation consomme beaucoup moins d'électricité, 50 fois moins, donc elle est moins bien adaptée pour faire ça, mais il y a d'autres industriels, notamment dans l'industrie de l'aluminium, qui consomment des grosses quantités d'électricité, qui peuvent faire de l'effacement. Parce que quand il y a besoin de mettre de l'électricité sur le marché, on peut démarrer une centrale de production d'électricité, à gaz ou au charbon, peu importe, pas une éolienne, parce qu'on ne la démarre pas quand on veut, ni un capteur solaire, on ne le démarre pas forcément quand on veut, mais on peut demander à un industriel de s'effacer. Et c'est ça qu'on avait fait, et je pense qu'aujourd'hui, c'est largement utilisé par RTE, qui a développé un marché d'ajustement avec un certain nombre d'industriels capables donc de vendre des services d'effacement. Et on l'a fait même à grande ampleur avec Eurodif, parce que très vite, très rapidement, on a fonctionné avec une certaine saisonnalité. Vous savez que dans ce pays, c'est encore le cas aujourd'hui, l'énergie est rare en hiver. On va peut-être avoir des problèmes cet hiver, d'ailleurs, encore. Et abondante en été, parce que les climatisations sont moins développées que dans d'autres pays. Et donc, très vite, on avait déplacé notre production vers l'été. En abaissant notre production l'hiver, ça revenait finalement à réduire notre production et donc réduire notre consommation électrique pendant les mois froids. Il fallait qu'on ait une pré-production, il fallait qu'à l'avance, pour pouvoir continuer à livrer les clients ici, il fallait que l'année d'avant, l'été d'avant, on ait produit les kilos d'uranium enrichi qu'ils nous demandaient, parce que sinon, on n'aurait pas assuré nos contrats. Mais ça veut dire qu'on stockait de l'électricité sous forme d'uranium enrichi. C'est un moyen, c'est juste pour vous donner des idées pour d'autres applications. Et on a fait ça, on a pratiqué ça très largement. Et j'ajouterais même, si vous n'êtes pas perdu, une autre opération qui est classique pour les enrichisseurs, qu'on appelle la suralimentation ou la sous-alimentation. J'essaie de vous expliquer avec les oranges, ce sera peut-être plus simple. Pour obtenir 1 kg d'uranium enrichi ou pour obtenir 1 litre de jus d'orange, on peut faire ça de plusieurs façons. On peut prendre 9 kg d'uranium ou 9 kg d'orange, les presser pas très fort, parce que presser, ça consomme de l'énergie. Et puis, on va avoir notre kilo. Mais si on a de l'énergie disponible en été, par exemple, on peut très bien économiser des oranges, en prendre que 7 kilos, presser un peu plus, donc on va consommer plus d'énergie, certes, mais on va quand même produire notre litre de jus d'orange. Ici, les pots d'orange vont être beaucoup plus pressés, on ne va plus pouvoir en retirer grand-chose, alors que là, finalement, on a un uranium appauvri à 0,3% qui contient encore un peu plus d'uranium 235 que là. Et on peut, au gré des cours de l'énergie électrique ou des cours de l'orange ou de l'uranium, arbitrer entre l'un et l'autre. Donc la sous-alimentation, c'est ce qu'il y a en bas, ça permet d'augmenter artificiellement la consommation électrique, donc de stocker de l'électricité, indépendamment des contrats qu'on a passés avec les clients. Les clients, ils nous amènent de l'électricité pour 5 UTS. Nous, si on peut acheter sur le marché l'électricité à EDF ou à un autre, on va en consommer plus. Et on va économiser de l'uranium ou des oranges qu'on va ressortir plus tard quand EDF aura besoin qu'on remette l'électricité sur le marché. Suralimentation, sous-alimentation, je ne veux pas vous noyer avec ça, mais simplement pour vous dire que moi, ça a été parmi des bons souvenirs professionnels. On ne pouvait faire ça que dans l'enrichissement d'uranium. Je ne pense pas que quelqu'un vous fera ce genre de démonstration sur une autre activité industrielle. Et comme je suis censé parler d'enrichissement, voilà, je pensais que c'était un des sujets que je pouvais aborder. Aujourd'hui, l'enrichissement, qu'est-ce qui reste? Donc, 3 gros enrichisseurs, 2 en Europe, Urenco, avec une capacité énorme, centrifugation complètement, de 14 millions d'UTS. Areva, aujourd'hui, de la centrifugation, non plus les 10 millions d'UTS de Rodif, mais 7,5 millions d'UTS centrifugation. Les Russes ont une capacité énorme aussi dans 4 usines, essentiellement en Sibérie, en Garsk, Zelenogorsk, anciennement ville secrète Krasnoyarsk, Seversk et Novouralsk. Les Américains n'ont pratiquement plus rien, sauf des projets européens. Urenco, bien avant nous, a eu l'idée, voyant les mésaventures industrielles du SEG, et puis surtout motivé aussi par un procès en dumping que nous ont fait les Américains,
ils ont attaqué les enrichisseurs européens en dumping et en subvention. Donc en l'occurrence, Eurodif a été attaqué et accusé d'être subventionné par EDF, ce qui était faux, et de vendre sur le marché américain à des prix inférieurs à nos coûts de production. C'est ça le dumping. On a réussi à démontrer qu'on ne faisait ni l'un ni l'autre, mais Anne Lauvergeon a fini quand même par accepter une transaction et a lâché un certain nombre de millions pour clore l'affaire. Mais on avait gagné notre procès. Je ne rentre pas dans le détail. Ça a été aussi une aventure vraiment douloureuse. Moi, j'étais vraiment en première ligne à l'époque. Et donc, ce procès avait conclu que donc tout ce qui était exporté d'Europe vers les États-Unis devait être taxé à l'entrée des États-Unis. On a payé des sommes folles qu'on a en partie récupérées, pas tout justement. Et ça ne s'appliquait pas si les UTS, le travail de séparation, était produit sur le territoire américain. Donc la première idée qui nous est venue, c'est de construire une usine Eurodif aux États-Unis. Et donc il y a un projet dans l'Idaho qui est encore sous cocon, mais il y a une usine Urenco qui a été construite et qui produit aujourd'hui presque 5 millions d'UTS aux États-Unis. Pour ceux que ça intéresse, il y a quelque chose à surveiller. C'est un procédé laser innovant, Silex il s'appelle, sur lequel on a travaillé avec l'Afrique du Sud. On a jugé que ce n'était pas intéressant, on l'a abandonné. Tous nos chercheurs qui étaient en Afrique du Sud, on les a vus migrer vers l'Australie et constituer une équipe Silex qui a travaillé sur ce procédé laser de séparation isotopique, d'isotopes du silicium. Et puis toute l'équipe en question, elle a été rapatriée il n'y a pas si longtemps que ça vers les États-Unis, à la demande de General Electric qui s'était intéressé au procédé et qui a demandé des licences aux États-Unis pour construire aux États-Unis une usine d'enrichissement par laser. Il y a un gros secret sur ce procédé. On a une idée du procédé, mais on ne sait pas où ils en sont. Et pour l'instant, ça n'arrête pas de traîner, mais ils ont passé un contrat avec les autorités américaines pour faire de l'enrichissement d'uranium appauvri, déjà, aux États-Unis, et probablement pour construire à Paducah ou à Portsmouth, je ne sais plus, une usine, General Electric, Hitachi, japonais, Cameco, un mineur d'uranium, basé sur ce nouveau procédé, donc à suivre. Il y a une surcapacité aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'enrichisseurs. La capacité mondiale, c'est 60 millions d'UTS, et les besoins des 400 réacteurs mondiaux, c'est 47 millions d'UTS. Oui. Qui interpelle un petit peu quand même, parce que l'Allemagne, qui arrête ses programmes de production d'électricité par le nucléaire, continue cupidement à fabriquer des UTS là. Oui. L'Allemagne a essayé de vendre sa participation dans Urenco plusieurs fois, mais je crois que c'est toujours pas fait. Donc oui, l'Allemagne est... Bonne remarque. On en parlera de l'Allemagne si vous voulez tout à l'heure. Donc, j'ai encore combien de temps là, avant la discussion? 5 minutes? Dans 20 minutes, le nombre doit quitter la salle parce qu'on doit parler. D'accord. Donc, le temps de débat sera ajusté en fonction de... Peut-être qu'il faudrait quand même essayer de faire notre débat et finir en 5 minutes. Les centrifugeuses, voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est les énormes centrifugeuses de 15 mètres de haut mises au point par les États-Unis, mais qui ne fonctionnent pas. Il y a eu il y en a eu quelques dizaines, même quelques centaines installées, mais apparemment, ils n'ont pas développé leur usine. Le principe, c'est d'utiliser la force centrifuge pour séparer les deux isotopes qui sont 238, 235, l'un plus lourd, l'autre moins lourd. Et donc, une centrifugeuse, à quoi ça ressemble? C'est un tube qui tourne à très grande vitesse. Et les vitesses périphériques, c'est de l'ordre de 800 mètres par seconde, c'est énorme. La centrifugation était moins performante que la diffusion gazeuse pendant longtemps, tant qu'on a utilisé même des aciers de très bonne qualité, qui étaient des aciers Maraging, par exemple. Et dans les années 90, avec l'apparition des fibres de carbone, on a réussi à faire tourner ces machines beaucoup plus vite et à améliorer considérablement leur capacité de séparation isotopique. Il faut savoir que exprimée en UTS, la capacité d'une centrifugeuse, elle est proportionnelle à la hauteur. Et la hauteur, on ne peut pas l'allonger autant qu'on veut parce qu'après, il y a des phénomènes vibratoires et des ruptures indésirables. Et c'est proportionnel au carré, à peu près, un peu plus du carré de la vitesse de rotation. Donc, quand vous tournez 2 fois plus vite, vous faites 4 fois plus d'UTS. Et donc, les fibres de carbone ont révolutionné
ce procédé qui est devenu, depuis la fin des années 90, le procédé de référence, bien plus performant que la diffusion gazeuse. C'est pour ça que Eurodif a été arrêté, alors que Eurodif aurait pu continuer à tourner, mais en consommant 50 fois plus d'énergie. L'inconvénient de la centrifugation, c'est que sur chaque machine, on fait que quelques UTS ou quelques dizaines d'UTS. Donc il en faut, je vous ai dit qu'il y avait 1400 étages sur Eurodif, mais la centrifugation, c'est encore pire. Il faut des milliers, des dizaines de milliers de machines pour arriver à sortir des débits suffisants pour alimenter les réacteurs des clients. Quand on tourne à cette vitesse-là, on ne peut pas tourner dans l'air, ça s'échaufferait, donc on est obligé de tourner dans le vide, et donc on est obligé de créer un vide. C'est la centrifugeuse qui est sa propre pompe à vide, je dirais. Il y a une sorte de pompe moléculaire ici. On fait tourner, et on récupère, alors, en principe, à l'extérieur, le gaz le plus lourd, et un petit peu à l'intérieur, le gaz le plus léger, mais la théorie, très vite, a montré qu'en créant une recirculation verticale, on améliorait les performances, et donc en fait on arrive à faire monter ou descendre d'ailleurs le gaz le plus enrichi d'un côté et le plus appauvri de l'autre. Et donc il y a 3 cannes qui descendent là-dedans, 3 tubes qui eux ne tournent pas, qui alimentent en uranium d'alimentation ici, ça peut être du naturel, et qui extrait les 2 sous-produits enrichis et appauvris. Ça s'assemble aussi en cascade, donc il y a plein de tuyauteries pour les assembler. Et comme la diffusion gazeuse, donc il faut un certain nombre, pour passer de 0,3 et même 0,2% aujourd'hui, on descend beaucoup plus bas qu'avant, à 5% que demandent les clients, il faut mettre un certain nombre de centrifugeuses en série et aussi en parallèle pour obtenir des débits suffisants. Donc voilà à quoi ça ressemble. Les cascades sont beaucoup plus courtes et il y a en l'occurrence plusieurs cascades en parallèle. Demain, pour faire un rapide tour d'horizon de ce qui va se passer, est-ce qu'on va continuer à enrichir l'uranium? Moi je dis oui, mais on va voir apparaître sûrement d'autres réacteurs. Vous avez entendu parler des réacteurs de génération 4. Il y en a plusieurs qui sont en lice. La France aujourd'hui travaille sur le réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium, qui est du même type que Phénix et Superphénix. Mais il y en a d'autres. Moi, j'aime bien le réacteur à sel fondu, qui, au lieu d'avoir des combustibles solides, des assemblages solides, qui risquent de fondre, comme on l'a vu à Fukushima, ben là, le cœur est déjà fondu par définition, donc on ne peut pas avoir de fusion de cœur, et on fait tourner un sel fondu d'uranium qu'on peut retraiter en même temps qu'il produit de l'énergie électrique. Donc, il y a plusieurs projets internationaux en ce moment. Je ne vous parle pas de la... Bon, le thorium, je l'ai déjà dit... Attention, si vous devez retenir qu'une seule chose sur le thorium, il n'est pas fissile, il est fertile, et il produit l'uranium-233 qui, lui, n'est pas naturel, il faut le produire dans un réacteur, mais qui est un des meilleurs éléments fissiles pour ceux qui ont une petite idée de ce que représente le facteur de multiplication de neutrons qui est en bas. Le procédé laser qui a été développé par la France et abandonné en 2001, je crois, c'était un procédé sur vapeur, donc il s'appelait SILVA, séparation isotopique par laser sur vapeur atomique. Peut-être qu'il y a dans la salle des gens qui ont travaillé dessus. Un beau procédé pour les scientifiques, mais aussi qu'on aurait pu industrialiser s'il était arrivé, je dirais, un peu plus tard pour que les matériaux soient à la hauteur et pour que les lasers soient à la hauteur. Ce n'était pas le cas en 2001. Et donc, il consiste en quoi? On prend un lingot d'uranium métal. Alors, ce n'est pas de l'UF6, là, c'est vraiment du métal qu'on bombarde pour le vaporiser. Donc, c'est de la vapeur métallique. Ce n'est plus des températures de 64 ou 80 degrés comme pour la diffusion gazeuse. C'est plutôt 2000 degrés. Et cette vapeur, imaginez des rayons lumineux dans ces petits carrés, là. C'est des rayons laser qui arrivent du fond de la salle et qui vont illuminer la vapeur quand elle passe, avec une longueur d'onde bien particulière qui permet d'arracher un électron à l'uranium-235 et pas à l'uranium-238, parce que les structures hyper fines des deux sont un peu différentes et les lasers sont tellement fins et précis qu'on peut ioniser un des deux isotopes et pas l'autre. Et une fois qu'on a arraché un électron, c'est facile, tous les électriciens le savent, il suffit de créer un champ électrique pour attraper les ions du 235 sur des plaques et puis laisser l'uranium-238 monter et se condenser sur le toit et, par ruissellement, couler dans des goulottes. Et donc, c'est un procédé de séparation qui a été développé par le CEA
par les Américains et d'autres pays, qui n'est pas aujourd'hui industrialisé, mais qui sera peut-être demain le procédé qui remplacera la centrifugation. Il y a un autre procédé laser qui est le procédé moléculaire utilisé par General Electric aux États-Unis. Je ne rentre pas dans le détail. Et puis, quelqu'un par mail m'avait posé la question de l'uranium militaire. Excusez-moi, c'est en anglais, mais il faut savoir qu'il y a eu un accord russo-américain passé en 1996 pour transformer 500 tonnes d'uranium très enrichi militaire russe pour le diluer, donc très enrichi à des taux de l'ordre de 90% d'uranium 235. Il a été dilué en dessous de 5% et il a alimenté pendant une quinzaine d'années la moitié des besoins des réacteurs américains. Donc il en reste des uraniums militaires très enrichis, pas seulement en Russie d'ailleurs, aux États-Unis aussi, donc ça peut être une source aussi. Ça c'est un concurrent de l'enrichissement. C'est un concurrent d'Eurodif, c'est un concurrent des autres enrichisseurs, bien sûr. C'est un moyen intelligent de réduire les armements nucléaires et de les utiliser pour produire de l'électricité. Bon, voilà, je ne vais pas détailler cette conclusion, mais si on parle, si ça vous intéresse, de transition énergétique, moi je continue à penser qu'il y a un certain nombre de choses qui sont incontournables. Donc bien sûr, tout le monde est d'accord pour abandonner les énergies fossiles. Moi, je suis convaincu qu'il faut une taxe carbone qui fonctionne. Aujourd'hui, celle qu'on a en Europe ne fonctionne pas. Séquestrer le carbone, c'est un autre sujet qui m'intéresse, parce que j'ai une activité dans ce domaine, dans l'industrie du bois actuellement dans le sud-ouest de la France, le bois énergie. Je pense personnellement, même si je vais chauffer ma maison avec une chaufferie à bois, et un bouilleur et de l'eau chaude que je vais stocker dans mon sous-sol. Je pense que brûler du bois, c'est pas... On dit aujourd'hui que la biomasse, c'est une énergie renouvelable. C'est vrai à condition qu'on fasse pousser le bois qu'on brûle. Mais il y a bien mieux à faire que brûler du bois, c'est le séquestrer simplement en faisant de la construction bois. Pour vous donner un exemple, le carbone qui est dans les charpentes de Notre-Dame depuis 1000 ans, c'est du carbone qui, si on n'avait pas fait du bois de charpente, il serait dans l'atmosphère aujourd'hui. Et donc, chaque fois qu'on construit une maison en bois, on stocke du carbone, ou on retire du carbone même de l'atmosphère. Sinon, si on laisse une forêt vivre sa vie, même si on n'exploite pas le bois, il va pourrir, il va quand même émettre du CO2. Donc, si on veut utiliser intelligemment la forêt, et là, il y a des choses à faire. Il faut savoir que la France, c'est un pays où la surface de forêt est en train de croître légèrement depuis quelques années. On a 16 millions d'hectares. C'est en train d'augmenter, et donc, chaque fois qu'on augmente, qu'on crée de la forêt, qu'on plante des arbres, chaque fois qu'on plante un arbre, on séquestre du carbone, et on retire du carbone qu'on a envoyé dans les années précédentes dans l'atmosphère. Développer les énergies durables et recyclables, moi je défends l'idée que le nucléaire est recyclable aujourd'hui, grâce notamment au retraitement des combustibles usés. Vous devez savoir, une bonne partie de la salle, que quand un combustible a été brûlé dans une centrale nucléaire et qu'on le sort au bout de 3 ans, il contient encore 96% de combustible potentiel, de matière valorisable en tout cas. Il contient encore 96% d'uranium et de plutonium. Et il ne reste que les fameux déchets dont parlait le jeune homme, là-bas, c'est que 4% de ces combustibles usés. Donc si on est capable, et la France est capable de le faire, et d'autres pays commencent à y penser, si on est capable de faire cette séparation chimique qui est complexe, c'est de la chimie compliquée, séparer ces 4% de déchets ultimes, de produits de fission qu'on va vitrifier, comme on le fait à La Hague, pour stocker dans ce fameux projet CIGEO, et si on est capable de séparer les 96% d'uranium et de plutonium, on peut tenir longtemps. Rien qu'avec les uraniums appauvris et les uraniums usés qu'il y a dans ce pays, avec des réacteurs de génération 4, on pourrait produire de l'électricité pendant 3000 ans en France. Donc ce n'est pas un problème de ressources, le nucléaire. Et 3000 ans, ce n'est pas renouvelable, mais ça y ressemble. En tout cas, je sais pas où on sera dans 3000 ans. Donc voilà, la fusion, je n'en parle pas, mais j'ai eu l'occasion aussi de passer quelques années de ma carrière sur le projet européen qui préparait ITER. Donc je fais partie des optimistes qui y croient. Mais bon, ça apportera quelques plus par rapport au nucléaire actuel, mais je pense que le nucléaire devrait logiquement avoir de beaux jours devant lui si on ne s'entête pas à en sortir. Merci beaucoup, Jean-Luc. Voilà,
Il nous reste 7 minutes pour quelques questions. Alors, qui c'est qui veut les poser la première? Que devient la Hague actuellement? Alors, je ne suis pas spécialiste de la Hague, il y en a peut-être d'autres qui peuvent répondre mieux que moi, mais la Hague fonctionne toujours avec un plan de charge qui est réduit, mais la Hague retraite. Il faut savoir que la totalité du plutonium qui est produit dans les réacteurs français, EDF a décidé de le recycler. Donc ça permet de fabriquer ce fameux combustible MOX. Dans un réacteur nucléaire, on peut mettre de l'uranium enrichi, mais on peut mettre aussi un oxyde d'uranium, où on a remplacé les 5% d'uranium naturel par 6 ou 7% de plutonium. Et donc l'objectif d'EDF, c'est, je crois, d'essayer de recycler un maximum, pratiquement la totalité du plutonium produit. Donc ça, on a besoin de l'usine de La Hague pour le séparer, ce plutonium. On sépare aussi en même temps de l'uranium, mais cet uranium, compte tenu des cours très très bas de l'uranium naturel aujourd'hui, EDF juge qu'il vaut mieux le laisser sur étagère, attendre des jours meilleurs, plutôt que de le réenrichir, parce qu'il part de 5%, quand on le met dans le réacteur, il termine à peu près à 1%. 1%, il faut le réenrichir pour le remettre dans un réacteur. Et donc ça occasionne des frais qui aujourd'hui ne sont pas justifiés économiquement. Mais donc la Hague continue à produire, en tout cas pour EDF, mais aussi la Hague a produit pour beaucoup d'électriciens étrangers. Récemment, c'est pas très connu, mais la Hague a retraité des matières pour l'Italie, qui est sortie du nucléaire, et qui a encore des matières à retraiter, et qui a passé quelques contrats avec la Hague. Donc à ma connaissance, la Hague ne se porte pas comme il fut un temps, mais la Hague fonctionne. Oui. Une autre question? Juste deux petites questions sur les besoins en enrichissement. La première, c'est on a vu que la capacité de production est largement supérieure aux besoins. Oui. Mais qu'est-ce qu'on sait dire du besoin général dans les décennies qui suivent? Ça, c'est ma première question. Et puis la deuxième, je ne sais pas si tu as un ordre de grandeur, mais on parle beaucoup du passage du diesel au moteur électrique. Qu'est-ce que ça représente comme transfert d'énergie? Ah, oula. Bon, la première question, je n'ai pas la réponse non plus sur la façon dont ça risque d'évoluer, mais il y a un rapport récent de l'Agence internationale de l'énergie qui étudie quelques scénarios. On ne sait peut-être pas, mais aujourd'hui, il y a quand même 58 nouveaux réacteurs en construction sur la planète. On en a un en France seulement, nous, champions du nucléaire, mais il faut savoir qu'il y en a quand même 59 en construction, donc le nucléaire n'est pas mort. Donc ces réacteurs, ils vont avoir besoin d'enrichissement. Tout le monde s'en équipe d'enrichissement. Je n'ai pas parlé de la Chine tout à l'heure, mais ça y est, la Chine a déjà 5 millions d'UTS d'enrichissement par centrifugation qu'ils ont acheté aux Russes, mais bon, la Chine se développe dans tous les domaines. Donc il y a des tas de pays qui n'ont pas les états d'âme qu'on a nous et qui ont l'intention de classer le nucléaire parmi les énergies vertes. Et moi, je prétends que c'est une énergie verte, renouvelable, qui respecte l'environnement et qui doit avoir une place importante demain. Alors, je connais, il y a plusieurs scénarios, donc je ne connais pas les projections de l'Agence internationale de l'énergie, mais les réacteurs qui sont dans le tuyau, aujourd'hui, il y en a 60, disons, en construction, et il y en a 140 en projet. Et ceux-là, il y a peu de chances qu'ils ne se construisent pas. Et quand on voit, peut-être que le vent est un peu en train de tourner, si vous avez entendu le revirement de Nicolas Hulot aujourd'hui, descendre à 50% de nucléaire en 2025, il est en train enfin de dire que c'est peut-être pas une bonne idée et qu'il faudrait le faire plus tard. C'est la première bonne nouvelle que j'entends depuis longtemps, j'allais dire depuis des mois, depuis des années. Donc je n'ai pas la réponse à ta question, mais ça devrait continuer à augmenter, même si on fait du retraitement. Il faut savoir que le retraitement et le recyclage du plutonium, il représente en France à peu près 10% des besoins d'EDF. Mais la France est un des rares pays qui fait encore du retraitement. Les Chinois vont en faire, on va peut-être leur vendre une usine de retraitement, et donc ils vont en faire massivement. Les Américains sont en train de se poser la question, ils ne sont pas encore complètement convaincus, mais on pense honnêtement qu'ils vont y venir. Donc ça va manger une partie ça va marcher un peu sur les plates-bandes de l'enrichissement. Et après, dans 30 ans, il y aura peut-être des réacteurs de génération 4 qui, eux, n'auront plus besoin d'enrichissement. Parce qu'on pourra, avec le stock de combustible usé qu'on a aujourd'hui, si on le retraite a posteriori, dans tous les pays qui en ont, on doit pouvoir fabriquer les charges de plutonium qui vont pouvoir alimenter les réacteurs de génération 4 de demain. Pour parler du diesel, bon, c'est un sujet qui me tient à cœur aussi parce que je trouve lamentable toutes ces critiques
actuelle sur le diesel. Le diesel, bon, il faut quand même savoir, c'est vrai que moi j'habite à Paris, donc on est un peu sensibilisé aux particules fines, mais le diesel a une meilleure performance énergétique que l'essence. Au point de vue du gaz carbonique et du changement climatique, un moteur diesel émet 15% de CO2 de moins qu'une voiture à essence de même puissance. Donc je ne comprends pas pourquoi on s'attaque au diesel. Par contre, je suis quand même un farouche défenseur des voitures électriques, en tout cas pour un pays comme la France, où l'électricité est décarbonée. C'est évident qu'en Allemagne, où l'électricité est en grande partie encore fabriquée à partir de charbon, autant continuer à mettre de l'essence dans les voitures plutôt que de mettre du charbon dans l'usine qui va fabriquer l'électricité pour la voiture. Et j'avais fait un petit calcul, je ne sais pas, pour ceux que ça intéresse, je publie de plus en plus de choses et j'essaie de les mettre à la demande de mes élèves dans un blog. Sur les voitures électriques, les élèves de Centrale m'avaient demandé de faire un petit calcul à propos de Fessenheim et le résultat est assez étonnant puisque si au lieu d'arrêter Fessenheim, si on utilisait ce réacteur pour alimenter des voitures électriques, on pourrait équiper toute la région Île-de-France avec ses 100 millions de kilomètres par jour pendant toute l'année avec simplement le réacteur de Fessenheim. Donc quand on regarde ça comme ça, on se dit mais pourquoi arrêter Fessenheim alors qu'on pourrait, avec simplement ce réacteur, supprimer le problème de la pollution de toute la région parisienne. Aujourd'hui, une voiture, la fameuse Clio, là, elle consomme à peu près 15 kWh pour 100 km. C'est pas grand-chose, hein, et ça coûte pas cher. Et surtout si c'est de l'énergie nucléaire, ou bien l'énergie solaire, bien sûr, ou éolienne. Hein, mais je reste convaincu que l'éolien et le solaire, on va peut-être faire l'expérience cet hiver, mais ne sont pas adaptés à la production massive d'électricité pour un pays, à cause de l'intermittence essentiellement. On saura le faire, on saura stocker, c'est sûr. Mais à quoi ça sert alors qu'on a une solution aujourd'hui qui est pilotable quand on le veut, qui fonctionne depuis 40 ans dans un pays où on bénéficie de cette énergie électrique propre et bon marché, respectueuse de l'environnement, qui coûte que 33 € par mégawattheure, c'était encore confirmé par la Cour des comptes. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que dans ces 33 €, il y a bien les coûts futurs, il y a bien les coûts de démantèlement et les coûts de gestion des déchets et les coûts de CIGEO, à hauteur de 25 milliards, c'est vrai, mais... Et on les a déjà payés, ces coûts futurs. On a déjà provisionné... Pardon ? Dans le prix de l'électricité, on a... les subventions qu'on donne aux renouvelables. Oui, alors ça c'est autre chose. Bon, ça, la CSPE, j'ai des transparents là-dessus aussi, si vous, on fera un autre exposé sur la CSPE, mais effectivement aujourd'hui on dépense, cette contribution au service public de l'électricité qui sert à financer les renouvelables, elle va représenter 7 milliards cette année, dont 5 milliards pour les renouvelables. Les 2,5 milliards qu'on dépense par exemple qui en font partie, qu'on dépense pour le photovoltaïque, servent à payer les obligations d'achat. Moi, j'ai des voisins, et je terminerai là-dessus, qui ont signé avec EDF en 2009, c'était les premiers. Ils vendent leur électricité photovoltaïque à EDF à 630 € du mégawattheure, alors que le marché, à l'époque, était de 40 €. Donc, les 590 € supplémentaires, c'est nous qui les payons. C'est d'abord EDF, mais EDF se rembourse sur les consommateurs grâce à cette fameuse contribution. Et les gens ne le savent pas, et ils ont signé pour 20 ans. Et ça va continuer à fonctionner comme ça, en prenant dans nos poches pendant 20 ans. C'est un autre sujet, mais qui n'a rien à voir avec l'enrichissement, mais qui enrichit quelques personnes quand même. Quand on soustrait un peu d'électricité nucléaire, ça ne change rien le coût, parce que la centrale, qu'elle fonctionne pas, c'est quasiment bonnet blanc et blanc bonnet en coût. Oui, donc oui. c'est même l'effacement qui est apporté n'apporte rien en fait. On ne le compte pas, ce coût. Voilà. Mais on va devoir conclure parce qu'il est déjà 20h. Merci beaucoup. On peut encore applaudir. Merci à vous. Si ça vous intéresse d'avoir les transparents, je les laisse aux organisateurs. Oui, donc, ils seront mis sur notre site. Hein. Ouais. Je vais les récupérer tout de suite. Alors, je vais récupérer le PowerPoint.